Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire, à commencer par mon premier roman, Tant pis pour le thé. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière, et au passage, je vous raconte mes aventures de jeune autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, côté lecture, je vous parle de L'usage du monde de Nicolas Bouvier, un récit de voyage mythique paru à Genève en 1963 et que j'ai enfin lu cet été. Pendant 18 mois, le jeune Nicolas et son pote Thierry sillonnent en direction de l'Inde à travers la Serbie, la Macédoine, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Afghanistan, l'Iran. Tout ça dans les années 50, à bord d'un vieux taco qui tombe sans cesse en panne et en gagnant leur vie par l'écriture et la peinture. Alors autant vous dire que ce récit m'a furieusement donné envie de tout lâcher pour partir écrire sur les routes. Et donc c'est de cette lecture que je vais vous parler aujourd'hui. Et ensuite, côté écriture, je vous raconte mon été qui était un peu dans le creux de la vague. En fait, suite aux préventes de mon premier roman qui ont démarré très fort au printemps dernier, j'ai un petit peu payé le prix de toutes ces émotions fortes avec une sacrée retombée d'énergie. Et du coup, maintenant, la question, c'est comment je fais pour reprendre du poil de la bête pour enchaîner sur mes prochains projets. On commence donc côté lecture avec L'usage du monde, qui est donc un livre qui a été écrit par un Suisse, Nicolas Bouvier, qui est très connu, vous avez peut-être déjà lu des récits de voyage de cet auteur. Moi, c'était la première fois que je le lisais parce que ma grand-mère, trop mignonne, m'en a offert une édition illustrée. Je crois qu'elle en avait entendu parler à la radio ou à la télé. Et ça lui a fait penser à moi parce que elle sait que j'aime beaucoup voyager et puis que j'ai longtemps tenu un blog de voyage. Donc elle a pensé à moi, trop mimi, et elle m'a offert ce livre dont j'avais déjà entendu parler plein de fois. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu encore, j'avais encore rien lu de Nicolas Bouvier. Et donc je suis ravie d'avoir fait cette découverte. Je l'ai lu pendant mes vacances. Je faisais du camping au vert, en plus au calme, et ça a été un enchantement de lire ce livre, en plus avec les belles illustrations qu'il y a dedans, qui sont des illustrations en noir et blanc. C'est un livre pourtant au format de poche, Ça a vraiment participé au meilleur moment de mes vacances, de lire ce livre sous les arbres au camping. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte un voyage, donc c'est un récit autobiographique réel. Ce sont les notes, évidemment, retravaillées d'un carnet de voyage, en fait, de ce fameux Nicolas Bouvier, qui était un jeune homme dans les années 50 et qui est parti de juin 1953 à décembre 1954 avec un très bon pote à lui qui s'appelait Thierry Vernet. Donc Nicolas, lui, il était journaliste et puis écrivain en herbe. Et Thierry, il était peintre, dessinateur. Et donc ils sont partis tous les deux sur les routes, donc en partant de Genève, direction l'Inde, qui était leur point de destination finale, mais en faisant plein d'arrêts, en faisant un voyage vraiment sur le temps très 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 long, en restant parfois même 6 mois au même endroit, et en vivant de peinture et d'écriture, en essayant de vendre des articles dans des journaux, en essayant de vendre des peintures dans des expos. Et aussi, ils partent avec un vieil enregistreur et il explique pas trop pourquoi d'ailleurs dans le livre, mais en tout cas, ils tiennent à enregistrer des musiques locales sur leur passage. Donc ce voyage, ils l'ont fait donc en 53 et 54 et le livre est sorti ensuite en 1963 et a tout de suite rencontré un très grand succès. Et franchement, je trouve ça très justifié. Donc, pourquoi j'ai adoré ce livre ? Bon, déjà, c'est le dépaysement extrême à 2 niveaux. Déjà parce que ils vont dans des contrées très 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 perdues, très paumées. Ils traversent des déserts, ils traversent des montagnes, et ils passent un nombre incalculable de cols. Donc déjà, c'est vraiment, ils vont dans des endroits bien paumés, mais aussi un monde qui quelque part aujourd'hui n'existe plus. C'est très vintage. Je veux dire, c'est les années 50. Voilà, la Serbie des années 50, juste après-guerre, c'est un délire aussi. Évidemment, l'Anatolie, les plateaux d'Anatolie, l'Iran des années 50, c'est un monde révolu. Donc, il y a quelque chose aussi de très touchant dans cette lecture. Moi, ça m'a un petit peu rappelé, ça m'a beaucoup rappelé un voyage sur le temps long que j'avais fait en 2019, où j'avais pris le Transsibérien, j'étais partie de Saint-Pétersbourg en train et j'étais allée jusqu'au lac Baïkal, puis j'avais traversé la Mongolie, une partie de la Chine. J'ai eu la chance extraordinaire de faire ce voyage en 2019, juste avant le Covid et évidemment avant la guerre en Ukraine.
Et souvent, j'y pense, je repense au moment que j'ai passé en Russie notamment, et je me dis: «Waouh, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la vie des gens, ces gens que j'ai croisés il y a à peine 6 ans?» Et je me dis quelque part que c'est un monde qui est ce voyage que j'ai fait en 2019, on ne pourra plus jamais le refaire tel quel, et voilà, ça m'a fait repenser à ça, au fait que voyager, c'est pas juste aller voir des lieux, c'est aussi aller voir des lieux dans une époque précise. Ce qui fait aussi que c'est très dépaysant, c'est qu'ils font ce voyage dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire déjà, ils ont pas beaucoup de thunes. Ils partent avec une vieille bagnole qui a un moteur tellement faible que dans l'école, ils sont obligés de la pousser. Et ils vont à un rythme tellement lent que moi, en lisant, je me disais, tiens, ça pourrait s'apparenter à un voyage, faire le même voyage, le même trajet, mais à vélo, quasiment. Tellement, voilà, quand il faut passer un gué, ils sont obligés de décharger toute la voiture, démonter le moteur, ils passent à gué, ils portent tout sur leurs épaules. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement physique aussi dans ce voyage, hein. C'est parce que donc ils partent avec une voiture, mais en fait, c'est pas du tout moi ce que je m'imagine d'un voyage en voiture aujourd'hui. Puis ils sont en immersion totale, ils apprennent vachement les langues sur leur chemin. D'ailleurs, ils s'en vantent pas trop, mais moi, à chaque fois, j'hallucine, je me dis: «Mais c'est pas vrai, ils parlent aussi serbe et puis ils parlent aussi turc, mais quoi? Mais quoi? Ils parlent farsi?» Donc ils vont au contact des gens sur place, ils passent même à un moment, oui, comme je disais, 6 mois au même endroit. Ils se font un hiver à -30 degrés dans une ville paumée d'Azerbaïdjan, ils traversent des déserts, dans cette voiture donc qui part en lambeaux. En fait, voilà, c'est aussi un voyage, extrême, donc c'est très intéressant. Il leur arrive plein de tuiles et ça fait partie on va dire du divertissement de lire leur histoire, surtout que, on sait comme on lit l'histoire, on sait qu'ils en sont revenus. Surtout que j'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai dit c'était une édition illustrée, donc le texte est de Nicolas Bouvier et les illustrations sont de son pote Thierry Vernet, évidemment. Une autre chose que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'au-delà du fait que c'est une histoire très intéressante en soi, voilà, il leur arrive quand même des trucs de ouf, c'est merveilleusement écrit. C'est vraiment, il a une plume très belle et en même temps assez épurée. Enfin, moi, j'ai aimé le fait qu'il arrive à mettre de la poésie, qu'il utilise bien sûr des images, il met beaucoup de détails sensoriels aussi, c'est très immersif. Il y a vraiment, il fait appel aux odeurs, il fait appel au goût, vraiment à toutes les sensations. Mais ça reste très sobre, il n'a pas une plume lourde, chargée, donc il arrive à avoir de la poésie et de la sobriété en même temps. En fait, on a l'impression que c'est très spontané comme écriture. Et alors, on sait que ça l'est pas parce qu'il n'arrête pas de faire des références au fait qu'écrire c'est super dur et qu'il retravaille énormément, etc. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est tous les commentaires qu'il fait sur l'écriture et le fait qu'écrire c'est dur. Mais quand on le lit, on a l'impression que c'est très naturel, que ça coule de source, que vraiment le récit presque s'est fait tout seul au fur et à mesure du voyage, alors qu'il dit bien que non. Et moi, l'effet que ça a eu sur moi de lire ce livre, c'est que ça m'a donné mais terriblement, terriblement envie de faire pareil. Parce que ça, quand il le fait, ça a l'air facile. Alors attention, ça l'est pas, mais ça a l'air facile. Il donne une impression de fluidité, de facilité. Oui, il suffit d'y aller, puis de faire un voyage et puis d'écrire au fur et à mesure ce qu'on voit, ce qu'on ressent, d'écrire les gens qu'on rencontre. Et donc voilà, moi, l'effet que ce livre il a eu sur moi, c'était vraiment de me donner envie d'écrire, de me donner envie de voyager. Finalement, c'est les deux choses que je préfère faire dans la vie. Donc voilà, lecture excellente, délicieuse, délectable. Et en plus, il a pas mal d'humour, il y a des assez subtil, il fait preuve d'une certaine ironie, mais on sent, en tout cas dans son écriture, moi je le sens très pince sans rire le gars. J'ai bien aimé ça aussi. Et le petit bonus, dernière chose que j'ai bien aimé, c'est que comme ils traversent des pays, notamment beaucoup de pays musulmans où on ne boit pas d'alcool, ils passent leur temps à boire, alors certes du café turc, mais surtout du thé, notamment en Iran, ils n'arrêtent pas de boire du thé. Et il y a des samovars partout. Petit détail que j'ai bien aimé. Pour illustrer ce dont je viens vous parler, du coup, je vais vous lire plusieurs petits extraits parce que donc c'est sous forme de très courts scénettes ou chapitres, voilà, qui sont égrenés au fil de leur voyage. Je vais commencer par deux petits extraits de leur première, on va dire leur première étape où ils passent quand même un certain temps à Belgrade, donc en Serbie. Donc je vous rappelle qu'on est en 53, on est vraiment dans l'après-guerre. On nous invitait dans de sombres cuisines, dans de petits salons d'une laideur fraternelle pour d'énormes ventrées d'aubergines, de brochettes, de melons qui s'ouvraient en chuintant sous les couteaux de poche. Des nièces, des ancêtres aux genoux craquants, car 3 générations au moins se partageaient ces logis exigus, avaient déjà préparé la table avec excitation. Présentation, courbettes, phrases de bienvenue dans un français désuet et charmant, conversation avec ces vieux bourgeois férus de littérature, qui tuaient leur temps à relire Balzac ou Zola, et pour qui J'accuse était encore le dernier scandale du Paris littéraire. Les eaux de Spa, l'exposition coloniale,
Quand ils avaient atteint le bout de leurs souvenirs, quelques anges passaient et l'ami peintre allait quérir, en déplaçant force vaisselle, un livre sur Vlaminck ou Matisse que nous regardions pendant que la famille observait le silence, comme si un culte respectable auquel elle n'avait pas part venait de commencer. Cette gravité me touchait. J'avance un petit peu, hop, 2 pages plus loin. Pavé du quai de la Save, petites usines. Un paysan, le front appuyé à la vitrine d'un magasin, qui regarde interminablement une scie toute neuve. Building blanc de la haute ville, sommet de l'étoile rouge du parti. Clocher à oignons. Lourde odeur d'huile des trames du soir, bondée d'ouvriers aux yeux vides. Chanson envolée du fond d'un bistrot. Zbogom mila dodje vreme. Adieu ma chère, le temps s'enfuit. Distraitement, par l'usage qu'on en faisait, Belgrade empoussiérée nous entrait dans la peau. Il y a des villes trop pressées par l'histoire pour soigner leur présentation. Lorsqu'il avait été promu capitale yougoslave, le grand bourg fortifié s'était élargi par rues entières, dans ce style administratif qui déjà n'est plus moderne et semble ne jamais devoir être ancien. Grands postes, parlements, avenues plantées d'acacias et quartiers résidentiels où les villas des premiers députés avaient poussé sur un sol arrosé de pots de vin. Tout était allé trop vite pour que Belgrade ait pu pourvoir déjà aux 100 détails qui font la finesse de la vie urbaine. Les rues paraissaient occupées plutôt qu'habitées. La trame des incidents, des propos, des rencontres était rudimentaire. Aucun de ces recoins subtils, ombreux que toute ville véritable offre à l'amour ou à la méditation. L'article soigné avait disparu avec la clientèle bourgeoise. Les vitrines offraient des marchandises à peine finies, souliers déversés comme des bûches, pains de savon noir, clous au kilo ou poudre de toilette empaquetée comme de l'engrais. Parfois, un diplomate qui passait par l'exposition et nous invitait à dîner nous permettait de retrouver cette patine citadine dont la ville manquait tant. Vers 7 heures, nous posions dans la Save la poussière de la journée, nous nous balafrions en hâte devant le miroir du palier, et vêtus de complets défraîchis, nous nous laissions béatement couler vers les beaux quartiers, les robinets chromés, l'eau chaude et les savonnettes, dont nous profitions, sous prétexte de disparaître, pour laver une provision de mouchoirs et de chaussettes. Lorsque celui qui s'était chargé de cette corvée finissait par revenir, la sueur au front, l'hôtesse disait maternellement « Vous n'êtes pas bien ? Ah, cette nourriture serbe. Personne n'y échappe, nous tous, et récemment. Moi-même, ajoutait le ministre en élevant les mains. Nous n'écoutions qu'à demi la conversation, consacrée aux mauvaises routes, à l'incompétence des bureaux, bref, à des carences et pénuries qui ne nous gênaient en rien, gardant toute notre attention pour le moelleux du cognac, le grain de la nappe damassée, le parfum de la maîtresse de maison. Ça, c'était vraiment des petits extraits des tout premiers chapitres à Belgrade. Et là, j'avance un petit peu juste pour vous plonger dans une ambiance un peu différente, où ils sont sur la route en Turquie. Donc là, je suis déjà à la page 91, à Sungurlu. Je précise que ça ne spoile pas. C'est un chapitre qui s'appelle « La route d'Anatolie ». À 6 heures, le jour n'est pas levé que les paysans sont déjà attablés à l'auberge devant un verre de thé posé sur une soucoupe d'émail bleu. Bruit confus de voix et de pas dans la boue. De lourds molosses imprécis vont renifler d'une table à l'autre. Lorsque la lumière augmente légèrement, ce sont d'abord les pointes de leurs colliers et les plateaux de cuivre qui se mettent à briller, de façon indépendante, alors que la terre, les hardes et les visages sont encore obscurs. Sur la place passent casquettes brunes, chemises safran sombre et les haillons plus vifs de quelques tziganes. Les chevaux portent un collier fait d'une branche écorcée qui forme un grand cerceau derrière leurs oreilles. Leurs attelages et quelques hauts camions dévernis s'élèvent autour du café. 2 vieux aux barbiches laineuses viennent de quitter leur table et patauchent en riant dans le demi-jour pour écraser un rat qui longe la maison. Dans la salle, on peut voir une affiche représentant un paysan mexicain coiffé d'un sombrero avec cette légende. Par la radio turque, découvrez le monde. Il y a bien une radio ici, que des consommateurs tarabustent depuis 20 minutes sans pouvoir accrocher Ankara. Puis la glaise et la boue s'allument de 1000 feux et le soleil d'automne se lève sur les 6 horizons qui nous séparent encore de la mer. Tous les chemins autour de la ville sont tapissés de feuilles de saule que les attelages écrasent en silence et qui sentent bon. Ces grandes terres, ces odeurs remuantes, le sentiment d'avoir encore devant soi ses meilleures années multiplient le plaisir de vivre comme le fait l'amour. Voilà, bon, on va s'arrêter là, je ne vais pas vous lire tout le livre. J'espère en tout cas que ces extraits vous auront donné envie de découvrir le reste de ce livre magnifique que je vous recommande à 100%, même si je dois dire que quand même, bon, voilà, c'est un homme des années 60 quand il écrit ce livre, donc voilà, c'est un petit peu sexiste, un petit peu homophobe des fois sur les bords, mais c'est tellement beau que j'ai réussi à passer outre. On passe maintenant côté écriture pour un petit bilan de cet été. Donc je vous disais que j'étais un peu dans le creux de la vague. Pour vous replacer le contexte, si jamais vous n'avez pas entendu les épisodes précédents,
j'ai pré-lancé mon premier roman au printemps, là, 2025. Donc, en avril et mai, j'ai fait une campagne sur Ulule, une campagne de financement participatif pour sortir mon premier roman en pré-vente qui a très, très bien marché. J'ai atteint 500% de mon objectif. Du coup, ça a été un cocktail d'émotions incroyables. C'est moi, on va dire, en fait, tout le premier semestre de l'année, parce qu'il y avait la préparation, la campagne en elle-même, puis l'après-campagne, où il a fallu que je dédicace plus de 100 livres, que je les envoie par la poste ou que je les remette en main propre. En plus, j'avais fait des box lecture, donc voilà, il fallait préparer les box, tout ça. Et ça a été à la fois du stress pour tout faire dans les temps, de la joie parce que ça marchait super bien mieux que ce que j'avais espéré, du trac parce que les gens allaient lire le livre, plein d'émotions. Voilà, un vrai gros cocktail. Au milieu de tout ça, un deuil personnel, etc. Donc, je vous disais dans le dernier épisode que je crois que j'ai enregistré, il me semble, mi-juillet, que j'étais un peu sonnée par tout ça. Et là, donc, il s'est écoulé, oui, peut-être 5 semaines depuis le dernier épisode et je suis toujours aussi sonnée. En fait, je me suis pas remise aussi vite que ce que je croyais de mes émotions. J'ai passé un été trop bizarre j'étais un peu perdue. En fait, sonner, c'est vraiment le mot. J'ai un peu l'impression qu'on m'avait tapé sur la tête avec une poêle en fonte et j'étais là, ouin, 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 qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cet été, j'avais prévu j'ai fait une retraite d'écriture bon, évidemment de prendre des vacances, ça c'est sûr, puisque je vous disais tout à l'heure que je lisais Nicolas Bouvier au camping, mais aussi de faire une retraite d'écriture pour avancer dans la réécriture de mon deuxième roman. Donc j'en ai fait une en juillet et c'était un échec retentissant. Je crois que j'ai jamais aussi peu avancé pendant une retraite d'écriture. J'y étais pas, quoi. J'arrivais pas à rassembler mes esprits, en fait. Et ça a été très, très frustrant pour moi. Toutes mes amies me disent, mes amies du Café Créa, avec qui on parle création, et de mon club d'écriture me disent « Mais Marion, tu peux pas enchaîner 2 projets comme ça, il faut une pause. » Et moi, j'étais là « Mais non, je voulais pas les entendre. » Et en fait, évidemment qu'elles avaient raison. C'est juste que je pensais pas que j'allais mettre si longtemps, oui, juste à me retrouver sur mes 2 pieds, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis encore un petit peu flottante, quoi, suite à cette campagne de prévente et l'émotion d'avoir les premiers retours sur alors en plus, j'en ai reçu tout au long de l'été, des retours et des commentaires adorables. Vraiment, c'est trop gentil, les gens qui m'ont envoyé des photos sur la plage avec le livre, vraiment trop chouchou, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que je suis encore en train de vivre cette émotion-là et que j'ai du mal à me rendre disponible pour la suite des événements, ce qui n'est pas très pratique puisque le livre sort pour de vrai dans moins d'1 mois, le 24 septembre, et il y a une partie de moi qui ne réalise pas que c'est dans moins d'1 mois. Et juste pour préciser, parce que c'est peut-être pas très clair, ces histoires de pré-vente, sortie, machin, en fait, moi j'ai fait une campagne de pré-vente où les gens en fait recevaient le livre en avant-première, mais pour l'instant, sinon, il n'est disponible nulle part, il n'est pas disponible en librairie, il n'est pas disponible sur les plateformes, que ce soit Kobo, la Fnac, Amazon. Et donc, il le sera à partir du 24 septembre, qui est la date de sortie officielle. Il s'agissait seulement d'avant-première. Et donc, bien sûr, il faut que je prépare cette sortie. Il y a plein de choses à faire. Il faut le mettre en ligne sur les plateformes. Il faut faire une campagne de com pour dire « Ouais, ça y est, il est sorti ». En plus, je ne sais pas si vous savez, mais en France, on a la loi du prix unique du livre qui fait que, en fait, un livre doit avoir le même prix partout. Et donc, en général, c'est très compliqué de changer le prix d'un livre au cours de sa vie. Donc, on ne peut pas faire des promotions sur un livre en France. En tout cas, c'est très compliqué parce qu'il faudrait arriver à changer le prix partout, dans toutes les boutiques en même temps. Et en fait, dans les faits, c'est pas possible. Donc, en fait, un livre, quand on lui fixe son prix à la sortie, c'est le prix qu'il garde jusqu'à ce qu'éventuellement fasse une réédition. Mais il y a une exception à cette loi qui est, au moment de la sortie du livre, on a le droit de faire une promotion pour le lancement. Et donc moi, j'aimerais bien en profiter pour faire une promo, pour dire, si vous n'avez pas pu l'avoir pendant la campagne Ulule, je fais une promotion pendant les 2 semaines à partir de la sortie. Mais bon, tout ça, ça demande de l'organisation. Et donc voilà, en gros, tout ça pour dire que j'essaye de préparer tout ça, de mettre un petit peu ma casquette organisatrice sur ma tête. Et en même temps, je sens que je suis encore un peu sonnée. Donc voilà, je suis un peu le cul entre 2 chaises. Et en même temps, j'ai hâte que le livre soit disponible partout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir d'avance. Et aussi, j'ai déjà une rencontre qui est prévue en librairie. Alors, je vous dis pas tout de suite exactement les détails parce que j'attends d'avoir les horaires, tout ça. Mais donc, j'ai déjà une rencontre prévue en librairie fin septembre à Grenoble pour fêter ça déjà et puis pour faire une lecture. Donc, c'est cool, ça va devenir très concret. J'ai vraiment hâte.
Mais bon, le plus difficile, c'est qu'en plus, pendant ce temps, j'ai la réécriture de mon 2e roman. J'ai déjà prévu une retraite d'écriture mi-septembre, peut-être une autre en novembre. Et en fait, j'ai du mal à m'imaginer que je vais réussir à tout mener de front, plus évidemment tout ce que je fais par ailleurs, les ateliers d'écriture, le travail salarié, le podcast. Mais bon, voilà, c'est juste cet épisode, c'était juste moi qui fais ouin, ouin, ouin. Je suis sonnée. J'ai hâte, j'espère vraiment que dans l'épisode du mois prochain, je vous dirai c'est bon, j'ai retrouvé mes esprits, je sais où je vais. Parce que là, ouais, j'ai rarement été aussi paumée, je crois. Bon, on verra bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 42 de la page sensible jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissiez déjà Nicolas Bouvier ? Est-ce que vous avez lu d'autres livres de lui ? Parce que j'ai vu qu'il a écrit notamment des livres sur des voyages au Japon, qu'évidemment j'ai très très envie de lire. Alors si jamais vous en avez lu, vous voulez m'en recommander, n'hésitez pas à venir me dire ça, ou alors même à me recommander d'autres récits de voyage. Vous pouvez me dire ça sur Instagram, @lapage-sensible tout attaché, ou bien tout simplement en laissant un petit commentaire sur le blog du podcast. D'ailleurs, pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui devrait sortir du coup à peu près en même temps que Tant pis pour le thé, du coup, mon roman, si je me suis pas liquéfiée entre-temps, puisque la date de sortie c'est le 24 septembre, et c'est à peu près dans un mois. À très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.